Je me la présente. Bien, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous voici donc dans la dernière ligne droite avec un PLF 2018 qui, avant d'ailleurs de revenir du Sénat, a été, je le rappelle, rectifié en 2 temps. Il a d'abord été alourdi d'une somme de 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires grâce aux actionnaires qui ont réclamé encore plus d'argent et une directive de Bruxelles. Et puis, il a été aussi l'occasion, malheureusement, de prévoir l'instauration d'un prélèvement de l'impôt à la source que nous avons été beaucoup à définir comme coûteux, inutile, complexe et dangereux. Il revient donc du Sénat à l'image finalement du débat qui aura eu lieu ici avec les groupes républicains, aggravé sur certains dispositifs. Je pense notamment à l'ISF, puisque la manière finalement de rétablir l'égalité entre riches pour le Sénat a été de finalement annuler complètement l'ISF, que ce soit pour les biens mobiliers ou immobiliers, et aggravé aussi dans un sens plus austère. Mais je note aussi qu'il a eu quelques améliorations qui correspondent finalement, là encore, à des amendements que nous n'avons peut-être pas portés ensemble, mais sur lesquels nous avons eu la même préoccupation, que ce soit sur quelques progrès en matière d'optimisation fiscale, de dispositifs anti-abus sur la flat tax, de relèvement de plafond, par exemple, de la CPR, qui correspondait, là aussi, à des revendications des syndicats de la Banque de France. J'espère qu'au final, ce ne sont pas seulement les premiers amendements qui aggravent, dans un sens encore plus austéritaire et inégal, ce PLF 2018, qui seront adoptés ici, parce que je ne crois malheureusement pas que les quelques amendements d'amélioration ce soir auront été validés. De toute façon, cela ne changera pas sur le fond ce que nous propose aujourd'hui ce PLF 2018, qui, si je devais le résumer, est beaucoup de cadeaux aux plus riches et une note salée pour la quasi-totalité de nos concitoyens. Rappelons-en les grandes lignes. Vous attribuez 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, à travers la suppression de l'ISF sur les biens des revenus mobiliers, 3,5 milliards, la flat tax qui plafonne les revenus du capital à 30%, 1,5 milliard, le fait que vous annuliez définitivement la taxe dividende sur lequel la directive européenne s'était prononcée, puis le Conseil constitutionnel, sans même d'ailleurs essayer de remettre en question cette taxe sur les dividendes dans les années à venir au niveau de Bruxelles, et je ne parle même pas de la taxe sur les hauts salaires que vous annulez. Tout ça s'ajoute au CICE, ces cadeaux mirifiques et sans aucune contrainte donnée aux entreprises, qu'on pourra à peu près estimer à 100 milliards quand cessera ce crédit impôt, pour à peu près 100 000 emplois créés ou simplement maintenus, ce qui évidemment fait très cher l'emploi. Et je ne parle pas de la baisse de l'impôt sur les sociétés, là encore, sans aucun contrôle, sans aucune contrainte, sans aucun fléchage vers, par exemple, l'emploi ou l'égalité des salaires. Au final, ce budget, ce taxe est non seulement 9 milliards de cadeaux au capital, mais en plus de ça, nous pouvons le dire, et d'ailleurs très certainement un recours au Conseil constitutionnel des groupes Nouvelle Gauche, des groupes communistes et des groupes France Insoumise sera déposé en ce sens, nous pouvons en plus dire qu'il est largement insincère. Il est largement insincère parce que, tant à travers l'ISF que la flat tax, les sommes que vous indiquez comme moins de recettes seront très vraisemblablement explosées. Je l'avais dit ici il y a quelques semaines, notamment au niveau de ce véritable bouclier fiscal pour les plus riches que vous avez instauré. Je vous rappelle l'article dans Le Monde de Gabriel Zucman, le 25 octobre 2018, soit un mois après que la loi a été déposée, qui montrait de manière totalement limpide qu'à partir du moment où vous proposez un effet d'aubaine, c'est-à-dire de moins taxer les dividendes que les revenus directs du travail, que ce soit ceux de salaires de hauts cadres dirigeants ou par exemple d'honoraires en termes de gérants chefs d'entreprise, eh bien évidemment, il va y avoir un transfert de fait de ces revenus vers les dividendes. Et donc, le fait de calculer cette flat tax sur la masse des dividendes
actuelle n'a aucun sens. Il faudra la calculer sur la masse des dividendes qui seront dans N+1, dans N+2 et qui, selon Gabriel Zucman, se chiffrent au minimum à 10 milliards d'euros, ce qui fait que cette flat tax va coûter beaucoup plus cher à l'État que vous ne le dites dans votre budget. C'est, n'oublions pas, 15 points d'écart du fait de cette flat tax supplémentaire dans la fiscalité entre le travail et le capital en faveur du capital. C'est très certainement la plus grande augmentation, la plus grande disparité de l'histoire de la Ve République que vous instaurez, et même d'ailleurs de l'histoire de notre République tout court, en faveur des revenus du capital non investis. Je voudrais rappeler à ce sujet, puisque nous avions eu une première réponse, il nous fera peut-être exactement la même, que lorsque nous indiquions cette possibilité et ce danger à Monsieur le ministre Darmanin en face de moi, la réponse qui nous avait été faite, c'est qu'en imaginant que cela puisse arriver, que quelqu'un ait cette idée dans une entreprise française, et vous conviendrez que cela ne concernerait qu'un tout petit nombre de salariés actionnaires, dit-il, dites-vous, il est absolument évident que le contrôle fiscal serait dur pour la personne et pour les entreprises. Je ne sais pas pourquoi, Monsieur Darmanin, le contribuable français serait plus vertueux de fait que le contribuable américain. Je ne sais pas sur quelle étude vous vous basez pour définir une telle différence. Et quand vous ajoutiez dans cette même phrase que le chiffre ne correspond, on parle du chiffre de 10 milliards, ne correspond certainement pas au niveau faramineux que vous évoquez, là aussi, j'aimerais, et nous aurons peut-être l'occasion dans cette séance que vous nous expliquiez, savoir sur quelle évaluation vous vous situez, sur quel chiffre, quelle base concrète, rationnelle, qui pourrait contredire les propos de Gabriel Zucman. Vous nous répondrez peut-être. Quant à l'ISF transformé en impôt en IFI, là aussi, et le journal Le Capital en liste un certain nombre de points, là aussi, cela permettra manifestement pas mal de pratiques d'optimisation, comme celui d'allonger la durée de l'emprunt sur les actifs immobiliers d'actifs, ou alors d'inciter à acheter des titres de sociétés commerciales immobilières plutôt que celles du patrimoine mobilier, qui là aussi pourrait permettre une optimisation importante et donc en réalité coûter beaucoup plus cher pour l'État que ne le suppose aujourd'hui la disparition de l'ISF sur les biens mobiliers. Nous serons donc très certainement beaucoup plus haut que les 9 milliards de cadeaux fiscaux que je listais tout à l'heure, à moins que, chers collègues, vous ne réagissiez cet après-midi, ou à moins, peut-être, je l'espère, que le Conseil d'État retoque finalement ces parties de ce budget. 9 milliards donc, mais on verra bien, monsieur. 9 milliards, on verra bien. Quand oui, Conseil constitutionnel, pardon, excusez-moi. Merci de cette remarque, cette précision, cher ministre. 9 milliards donc, que nous allons tous payer. Pourquoi nous allons tous la payer? Parce que vous vous situez dans la règle, de manière intangible, dans la règle d'or imposée par Bruxelles, celle de ne pas dépasser 3% de déficit. Je remarque d'ailleurs que, à travers l'histoire de la taxe sur les dividendes, dont la moitié sera imputée pour le rembourser aux actionnaires au budget de l'État, je note d'ailleurs que, comme souvent, on se fiche comme une guigne de l'explosion de ces déficits dès lors qu'il s'agit de rembourser les actionnaires ou de socialiser les pertes des banques, comme ce fut le cas en 2010. On ne parle finalement d'attention sur la dépense publique que lorsqu'il s'agit de dépenses pour la quasi-totalité des Français, mais pas que lorsqu'il s'agit de dépenses au bénéfice du capital. Donc nous allons tous le payer avec 15,6 milliards d'euros de dépenses en moins. Je le rappelle, 4,1 milliards d'euros sur l'assistance sociale, sur la sécurité, notamment avec cette idée extraordinaire qui est de dire que les gens sont appelés à passer le moins de nuits possible à l'hôpital, quel que soit par ailleurs leur état de santé. Et je suppose, chers collègues, que comme moi, vous avez tous des exemples dans votre famille de gens qui, désormais, pour ma part j'en ai, se retrouvent sortis d'un hôpital beaucoup trop tôt et avec des complications par la suite. Et c'est ça qu'on nous propose d'aggraver avec, je dois le dire, cette fameuse phrase du président de l'ARS, Martin Hirsch, il n'y a pas longtemps sur France Inter, expliquant qu'une nuit d'hôtel coûtait beaucoup moins cher qu'une nuit à l'hôpital. Il est évident que les deux sont comparables et que quelqu'un qui va à l'hôpital, en réalité, ne cherche qu'une nuit d'hôtel. Donc on voit bien à quoi vont pousser ces économies budgétaires. 1,8% sur l'APL, 1,5 milliard sur l'emploi. Je cite ces trois exemples parce que vous regardez tous les sondages, ce sont à chaque fois les trois priorités des Français que vous amputez ainsi considérablement.
Et puis aussi, bien évidemment, cette baisse sur les collectivités territoriales avec le débat qui nous a animés de savoir si c'était une baisse en tant que telle des dotations ou s'il s'agissait d'une baisse de la progression de ces dotations, mais qui aura finalement le même effet, c'est que les collectivités territoriales, à partir de 2018, auront encore moins d'argent pour justement accomplir toutes les tâches qui sont les leurs. Je rappelle déjà que lors du dernier quinquennat, elles s'étaient vues diminuer leur dotation de 10 milliards. Donc c'est quelque chose qui continue et en plus de ça qui se rajoute à cette fameuse suppression en 3 temps de la taxe d'habitation qui ne concerne pas, qui n'est en rien un progrès pour les plus défavorisés des Français puisqu'ils étaient déjà exonérés, mais qui par contre va coûter 10 milliards d'euros aux collectivités territoriales. Je sais que vous avez dit qu'au centime d'euro près, tout cela serait contrebalancé, mais comme l'histoire des collectivités territoriales, l'histoire de la décentralisation nous apprend absolument tout l'inverse, eh bien, vous comprendrez que je regarde avec une extrême méfiance, et d'ailleurs, je note que la plupart des associations d'élus le font aussi, cette suppression de la taxe d'habitation qui devrait aggraver évidemment le budget des collectivités. Nous le payerons aussi par une augmentation de la CSG pour tous de 1,7 points. Nous dit-on contrebalancé par la baisse de cotisations sociales. Bon, nous déjà, nous contestons cette idée puisque nous estimons que c'est une baisse de salaire socialisé et qu'en réalité, on va donner dans une poche qu'on aura pris dans l'autre poche des salariés, mais qui en plus de ça s'échelonnera sur le temps et donc ne correspondra pas à l'augmentation immédiate de la CSG. Vous ajoutez à cette baisse le plus grand plan social, et notamment pour les collectivités territoriales, de moins 270 000 contrats aidés que vous avez souvent osé appeler des emplois aubaines, alors que nous savons tous qu'ils ont une efficacité évidente dans les associations, etc. Bien, les collectivités vont donc en souffrir, mais notons que des logements importants pour les des secteurs importants pour les Français vont aussi pâtir de cette baisse. Je l'ai dit à travers la baisse de l'APL, la taxe sur le logement social. Je l'ai dit aussi, et je le dis, sur un secteur qui devrait pourtant ne souffrir aucune baisse de dépenses publiques. Je parle là de la question de l'environnement. Si on veut être au rendez-vous que se fixe lui-même le président de la République dans les mots, peu dans les actes, sur la question du climat. Je le dis parce que quand on instaure une taxe carbone qui ne touche que les particuliers et qui, par exemple, ne touche pas les avions à travers la taxe kérosène que nous vous avons proposée, ou qui ne touche pas les plus grandes entreprises pollueurs, évidemment, tout cela ne va pas très loin. Et par ailleurs, vous attaquez notamment beaucoup d'opérateurs publics qui agissent sur la question de l'environnement. Je pense à Météo France, je pense à CEREMA que vous mettez en danger de mort, je pense aux agences françaises de l'eau dont vous supprimez beaucoup de budget. J'espère de ce point de vue-là que nous garderons les amendements du Sénat qui sont plus modérés et plus bienveillants avec l'intérêt de ces agences françaises d'eau que le texte initial. Enfin, l'enseignement supérieur dont nous discutons par ailleurs et dont j'observe que, là encore, les 200 millions d'augmentation d'euros de budget ne correspondent pas au nombre d'étudiants qui va arriver dans les universités. Il aurait fallu 650 millions d'euros pour qu'on garde une simple stabilité des moyens par étudiant. Et donc nous allons continuer ce que nous observons depuis des années dans ce pays, c'est-à-dire une baisse constante de l'investissement public en faveur des étudiants. J'aurais mauvaise grâce de ne pas rajouter évidemment le service public audiovisuel qui, selon le chef de l'État, est une honte pour la France, mais le budget qui va leur être attribué, lui, est une véritable honte de manière concrète. Moins 17 millions d'euros pour Radio France, moins 20 millions d'euros pour France Télévisions, avec, on le sait, beaucoup d'antennes régionales de France 3 qui seront appelées à disparaître. Enfin, la fonction publique, là aussi, se voit lourdement pénalisée avec les jours de carence, aggravée par le Sénat. J'espère qu'au moins on ne gardera pas cet amendement, et avec le gel de rémunération des fonctionnaires, dont je rappelle qu'il avait été déjà gelé entre 2010 et 2016, sans parler des suppressions d'emplois dans la fonction publique sur cette logique stupide de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 parti à la retraite et dont souffrent tous les services publics et souffre la capacité de l'État. Voilà où nous en sommes. Je voudrais rajouter à ce projet de loi de finances et ce musée des horreurs que je décris, le fait que finalement rien n'est fait ou pas, ou presque, sur la question de l'évasion fiscale qui nous est présentée quand même comme un fléau, qui nous est présenté comme un problème par rapport à la démocratie, sur lequel se sont penchés à travers la question des paradis fiscaux de manière assez amusante Bruxelles en exonérant à peu près
autant de paradis fiscaux que la liste qu'il a pointée, et tous les paradis fiscaux d'ailleurs européens, sans d'ailleurs ne proposer en réalité aucune mesure concrète, pas plus que vous ne proposez des mesures concrètes qui permettent réellement de lutter contre ce fléau. Nous vous avons parlé de verrou de Bercy. Bon, il y a une mission, j'espère qu'elle arrivera à bonne fin. En tout cas, je veux faire confiance à sa présidente pour cela, mais sans non plus interdire, par exemple, aux banques qui continuent à commercer avec ces paradis fiscaux le fait d'avoir une licence, sans à nouveau embaucher le nombre de fonctionnaires nécessaires, sans une taxation différentielle. Bien, je résumerai une chose, là aussi, ce sera un test, puisque du Sénat reviennent quelques amendements, 46 quater A et B, qui, j'allais dire, pénalisent un peu plus l'optimisation fiscale, et nous verrons bien quelle sera la réaction ici de la majorité. Pour conclure, je dirais une chose, je conclurai juste une chose, quand le ministre des Finances, M. Le Maire, nous a expliqué le bien fondé de sa politique de donner tant au capital pour permettre l'investissement productif et l'emploi de demain, nous lui avons demandé sur quelle base il se situait pour penser que cet argent irait, j'allais dire, à bon port. Il nous a dit le bon sens. Ce bon sens, ce budget en manque singulièrement. Merci.